Merci.
Laissez-moi vous montrer ces deux petits bijoux, les deux bijoux de la famille Rousseau. Il y a le temps de la vérité, bien sûr. Il y a aussi le livre écrit à la fois par Madame Carlos Rousseau et Monsieur Carlos Rousseau. Et laissez-moi commencer par vous dire que j'ai été saisi par la beauté du texte que je vais vous lire. C'est un texte d'Alfred de Musset qui est dans cet ouvrage. Heureux le voyageur que sa ville chérie voit entrer dans le port au premier feu du jour, qui salue à la fois le ciel et la patrie, la vie et le bonheur, le soleil et l'amour. J'ai choisi ce texte parce que pour moi, la façon que j'ai de regarder Monsieur et Madame Carlos Rousseau, c'est une façon de voir s'incarner l'amour. Je ne vois ni la fuite du Japon, ni le grand patron des patrons, ni le grand sauveur des industries. Je vois le Libanais qui a réussi, le Libanais qui a merveilleusement réussi, qui est chez lui ici, qui va nous faire part de son expérience et qui va essayer de nous dire comment on peut sauver encore le Liban. J'ai pensé à un titre, Les bijoux de la République. Ce n'est pas un titre choisi par hasard. En droit, il y a ce qu'on appelle les bijoux de famille. Les bijoux de famille n'ont pas de valeur. Elles ont une valeur morale. Ici, nous avons quelques bijoux. Et je crois que M. Rousseau est à même de nous dire comment on peut encore utiliser les bijoux de la République pour que la République libanaise puisse faire face à ses obligations. Comment redonner confiance, comment redonner du ressort à cette République qu'on dit être en faillite. Ceci dit, je suis très heureux d'accueillir Monsieur et Madame Carlos Rousseau. Je suis extrêmement heureux de voir que le nombre limité ici est un nombre d'influenceurs choisis. Chacune et chacun de ceux qui sont ici présents va répercuter, j'espère, à l'infini, les quelques leçons de sagesse et d'intelligence que vous allez nous communiquer. Monsieur Rousseau, vous avez la parole pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, si vous le souhaitez. Dites-nous comment vous envisagez cette reprise en main des trésors de la République. Et ensuite, il y aura des questions et réponses. À 12h30, nous sommes supposés avoir terminé pour la photo de famille et le bijou qui va nous rester, c'est-à-dire votre présence à tous. Je vous remercie. Monsieur Nazar, merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais juste faire quelques petits ajouts. D'abord, ce n'est pas une leçon. C'est pas une leçon.
c'est un échange d'expérience. Parce que pour donner une leçon, il faut être un expert. Je suis loin d'être un expert du Liban, puisque comme vous le savez, j'y ai très peu vécu. Même si j'y ai toujours été attaché, moi j'ai quitté le Liban quand j'avais l'âge de 16 ans. Je suis revenu systématiquement, mais pour des périodes de 1 ou 2 semaines, vivant dans différents pays du monde. Et en fait, c'est la première fois, depuis l'âge de 16 ans, que je séjourne dans le pays de manière continue. Vous avez évidemment suivi tout ce qui s'est passé. Et donc, c'est la première fois que j'ai le temps, en tant qu'adulte, d'observer ce qui se passe et de participer de manière assez neutre sur ce qu'on doit appeler quand même l'effondrement financier et économique du pays. Donc, il ne s'agit pas de leçon. Pour être leçon, il faut être un expert. Je suis loin d'être un expert. Je suis expert dans certains domaines, certainement pas celui-là. Mais je suis ici parce qu'au cours d'une discussion que j'ai eue avec M. Najal dans ma maison, il m'a dit « Je veux à tout prix que vous veniez exposer un certain nombre des idées que nous avons échangées ensemble. » Et ces idées proviennent d'une expérience qui n'est pas une expérience politique, qui est une expérience industrielle à l'échelle mondiale, dans différents pays. Mais il y a un certain nombre d'observations, finalement, qui surprennent quand on regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le paysage libanais. La première surprise, et c'est celle qui a certainement provoqué ma venue ici aujourd'hui, c'est de voir toutes ces études et toutes ces analyses qui arrivent au Liban, dans lesquelles on dit l'État est en faillite, et donc, parmi les conclusions, il faut piquer l'argent des épargnants pour rembourser ou renflouer ou résoudre une partie de la faillite. Bon, choc. Premier choc. Je ne parle pas même de conditions juridiques, je ne parle même pas de ça, je parle de choc en disant, est-ce que vraiment le pays est en faillite? Première question, est-ce que le pays est en faillite? On peut dire effectivement que le système politique est en faillite, sans discussion. On peut dire que l'État est en faillite, sans discussion. Mais de dire que la nation ou le pays est en faillite, ça c'est une autre affaire. Là personnellement, je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur la base de faits qui sont incontournables. Je ne suis pas en train de faire ni des théories politiques, etc. Je suis en train de constater, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une faillite? Et effectivement, qui est en faillite? Et quelles sont les différentes solutions pour résoudre ce problème de faillite? Alors on dit, alors les chiffres, moi je répète ce qu'on me dit, hein, je ne suis pas du tout un expert dans les chiffres, on dit finalement qu'il y avait X milliards de dollars qui étaient déposés dans les banques. Ces dollars ont été déposés en grande partie par les banques à la Banque du Liban. La Banque du Liban a prêté cet argent à l'État libanais qui est incapable de rembourser. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Et puis après, bon, bah, vous avez des tas de théories qui disent c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de la Banque centrale, c'est la responsabilité des banques, même c'est la responsabilité du déposant pour certains, en disant finalement, vous avez dû vous méfier avec les taux d'intérêt, etc. Bon, vous avez tout un tas de théories comme ça, je ne vais pas entrer là-dedans. Moi, je rentre sur une équation qui est très simple, je suis un ingénieur, je suis un matheux, je me fie aux chiffres. Bon, je regarde toutes ces études d'Oct. Alors, ce qui est aussi frappant, c'est que l'étude a d'autant plus de crédibilité qu'elle est faite par des étrangers. Si l'étude est faite par un cabinet français, automatiquement, même si on dit les mêmes âneries, enfin je dirais, ça prend automatiquement beaucoup de relief. S'il est fait par un cabinet américain, alors qu'il y a quand même beaucoup d'études qui existent, qui proviennent de Libanais. Je voudrais quand même signaler qu'il y a beaucoup de Libanais qui sont à l'étranger, qui ont très bien réussi, qui dirigent des tas d'équipes qui sont françaises, américaines, chinoises, japonaises, et que l'esprit libanais, il est tout à fait capable de résoudre ce problème. On n'a pas besoin d'apport extérieur pour ça, premièrement. Or, quand on voit dans ces rapports, qui sont souvent tenus par ce qu'on appelle des auditeurs ou des contrôleurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont des experts comptables, on se rend compte que toutes les analyses et toutes les quantifications qui sont faites sont extrêmement passives. Or, quand un pays est en difficulté, la passivité est la situation la plus dangereuse. Parce que ça veut dire que vous allez reconnaître ces difficultés et vous allez passer par des profits tout ce qui existe. Je vais être beaucoup plus précis et vous allez voir, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Donc on dit que l'ensemble des actifs de l'État libanais
ça vaut, selon les études, entre 35 et 45 milliards de dollars. Bon, premier choc. Premier choc, pourquoi? Je dis, attends, moi j'ai dirigé des entreprises dont la capitalisation boursière valait plus de 100 milliards de dollars à un certain moment. J'étais loin d'avoir la richesse de l'État libanais. J'avais rien. J'avais pas d'armée, je pouvais pas battre monnaie, j'avais pas 20% du territoire national, j'avais pas le monopole du transport aérien, j'avais pas le monopole de l'exploitation du littoral, j'avais pas le monopole des télécommunications, j'avais pas la possibilité d'octroyer à qui que ce soit la possibilité de faire de la poste, du transport, etc. J'ai dit, comment ça peut vouloir 40 milliards? Alors que moi j'étais à la tête d'entreprises industrielles qui fabriquaient des voitures, certes à l'échelle mondiale, et dont la capitalisation boursière, que nous estimions vraiment sous-évaluée, était selon les moments, entre 80 et 100 milliards de dollars. Donc il y a un problème. On regarde de plus près, pourquoi ça ne vaut que 40 milliards de dollars? Alors, je vous rappelle que l'État libanais possède, je vous donne un exemple, 20% du territoire national. D'après les statistiques, 20% du territoire national, c'est-à-dire l'État libanais a mis sur au moins 2000 km² sur le territoire national, et parmi les 2000 km², ce sont les km² qui sont très prestigieux, hein. C'est pas des km² qui sont dans des endroits, etc. Et je vais vous donner un petit exemple de la sous-évaluation, mais massive, qui a lieu, et qui est même suspecte, parce que quand on parle de privatisation, je me dis, punaise, si on privatise maintenant, on va dépouiller le peuple libanais de ce qui lui reste, puisqu'on va vendre ou privatiser un certain nombre de biens, mais à leur valorisation minimale. Et moi, je vais vous donner un tout petit exemple qui m'est arrivé. Bon, vous savez que je suis un actionnaire de Ixir, fabrique du vin. Quand je suis avec les Béné, quand nous avons fait le projet de faire un vin de qualité, on s'est dit, bon ben, on va aller où pour faire la cave? Et puis on s'est dirigé vers un village un peu perdu, Basbina, où il n'y avait pratiquement rien. Il y avait des terrains qui d'ailleurs appartenaient au DPN, et on a dit, bon, on va vous racheter une partie de ces terrains pour faire la cave. Parfait. Qu'est-ce qu'ils veulent ces terrains? Et là, il y a 10 ans, hein, c'est pas il y a 50 ans. Bon, on a regardé, c'était à peu près 20 $ le mètre carré. Il n'y avait rien, pas de route, il n'y avait rien du tout. Très bien. Donc, on a acheté ces terrains. On a acheté des terrains pour faire la cave. Moi, j'ai acheté des terrains en disant, bon, c'est un bel endroit, peut-être qu'un jour on en fera quelque chose. J'ai acheté une grande parcelle, etc. Parfait. Puis on a commencé le projet Ixir. À partir de zéro, il n'y avait rien au départ. Bon, donc, point de départ, le terrain vaut 20 $. On a commencé le projet d'Ixir, on a investi, on a travaillé, etc. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une marque assez connue, avec un vin que nous espérons de qualité. Puis avec le développement d'Ixir, on a voulu agrandir le terrain. Donc on a commencé à s'adresser aux voisins pour leur dire, est-ce que vous voulez nous céder une partie de ces terrains? J'ai dit, bien sûr. Et le prix a été multiplié par 10, comme vous le savez. C'est-à-dire, on n'arrivait pas à acheter le terrain à moins de 200 $ le mètre carré. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ça veut dire que finalement, la valeur d'un bien, il n'est pas intrinsèque. Il est en fonction du projet qu'il y a derrière ce bien. Donc, je me suis dit, finalement, on valorise le Liban et tous ses actifs à 40 milliards de dollars pour une raison très simple, c'est qu'on ne voit pas le projet qu'il y a derrière le Liban. Il n'y a pas de projet, pas d'histoire. Il n'y a déjà pas d'histoire, il n'y a personne pour la raconter en plus. Il n'y a personne qui peut la raconter. Qui peut raconter une histoire sur le Liban? Qui peut mobiliser autour d'un développement économique et social libanais? Qui va pouvoir structurer une histoire qui va ramener des investissements dans lesquels les gens, au lieu de fuir le Liban comme étant un endroit dans lequel vous risquez d'y mettre toute votre fortune, au contraire, va considérer le Liban comme étant une opportunité dans laquelle il se dit, wow, avec un projet comme ça, je vais racheter des terrains, je vais construire des usines, etc., etc. Donc, finalement, on arrive au point qui est crucial aujourd'hui, c'est que on veut résoudre le problème économique financier en utilisant des actifs qui sont au plus bas, et ils sont au plus bas parce que leur valeur intrinsèque, elle est essentiellement dénuée d'histoire ou de projet. Et donc quand vous allez vendre un bien sans histoire derrière et sans projet autour de ce bien,
eh bien, vous allez y laisser votre chemise. Et je vais vous donner un contre-exemple, non pas à partir d'une histoire libanaise, comme le terrain sur lequel il y a un projet automatiquement les prix multipliés par 10. Je peux vous dire, je vais vous donner un autre exemple encore plus beau, qui sont les cèdres. Vous savez que vous ne pouvez pratiquement pas construire aux cèdres, puisque la plupart des terrains appartiennent à l'État. C'est une région magnifique. Nous avons eu le bonheur de pouvoir acheter quelques terrains pour faire un petit développement. Et effectivement, ce qui s'est passé dans Ixir, il s'est passé au cèdre, c'est-à-dire qu'au départ, on a acheté à des prix très raisonnables, et puis maintenant, on n'arrive plus à acheter des terrains autour de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet. Très bien. On a regardé en fin de compte qui est le plus grand propriétaire dans les cèdres. C'est l'État libanais. Quand vous comptez le nombre de mètres carrés, qu'il y a, c'est affolant. Hein. On parle de 4, 5, 6, 7 millions de mètres carrés dans des endroits absolument magnifiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils valent? Rien du tout. Pourquoi? Il n'y a aucun projet. Il n'y a aucun projet. Et si vous constituez un projet, que vous ouvrez la possibilité, même sur 5% de ces terrains, de faire des projets, automatiquement, cette valorisation, elle va être multipliée par 10 ou 20. Et je peux vous donner des tas d'exemples. J'étais avec un ami à moi qui est banquier, qui me parlait du terrain de Tripoli, où est installée la deuxième plus grosse œuvre de Niemeyer, qui est l'un des plus grands architectes mondiaux, qui a construit la ville de Brasilia, et qui est à Tripoli. Ouais. 1 200 000 mètres carrés, avec des bijoux architecturaux, qui sont pratiquement comptés pour rien du tout. Il me dit, mais ça, avec un projet, ça vaut lui seul des milliards. On est en train de parler de quelque chose qu'on peut valoriser 3 ou 4 milliards de dollars. On parle du casino du Liban, qui a le monopole du jeu dans tout le Liban. Vous allez regarder des valorisations des casinos à Las Vegas. Vous allez regarder les valorisations des casinos à Macao. Alors évidemment, on dit Las Vegas, c'est Las Vegas, Macao. Oui, bien sûr. Enfin, à Las Vegas, il y a des centaines de casinos. Et à Macao, il y en a aussi des centaines. Alors que là, il y a un seul casino et il a le monopole de la région. Donc, quand on revient sur l'ensemble de tout ce qui est en train de se concocter, il y a quelque chose qui est totalement absent, qui est la valorisation des actifs de l'État libanais. Non pas dans une vue défaitiste, dans une vue de braderie complète, dans une vue de comment moi, mon équipe, mon parti, ma communauté va en profiter, mais comment le Liban va pouvoir en profiter de façon à rembourser les déposants et à rembourser ses dettes. Ça, c'est quelque chose qui est choquant. C'est quelque chose qui est choquant. Et quand vous prenez l'ensemble des assets libanais qui existent, et vous les prenez, ils existent, hein, vous les prenez, eh bien vous êtes bien au-dessus, si vous arrivez à construire une histoire simple, bien au-dessus des 100 ou 150 ou 200 milliards de dollars dont on est en train de parler, pour payer l'endettement de l'État libanais et rembourser intégralement l'ensemble des déposants. Intégralement l'ensemble des déposants. Et puis il y a des méthodes, il y a beaucoup de méthodes pour le faire. Mais ce sont des méthodes qui sont positives. Si vous mettez, par exemple, si vous confiez ça à une entité compétente, et Dieu sait s'il y a des Libanais compétents dans le monde, une entité compétente, et vous leur dites, voilà, je vais nommer à la tête de cet asset Monsieur X, je vais noter à la tête de cet asset Monsieur Y, je vais noter, et voilà son pedigree. Et vous demandez à tous les déposants qui ont des milliards dans la banque, vous dites, voilà, je vous donne à vous la possibilité d'acheter des actions dans ces assets. Hein? À vous, en priorité, parce que vous avez des dollars et ils ne sont pas cash. Je vous donne la priorité. Je ne vends pas tout, je vends 50% des assets existants, parce qu'il faut que l'État continue, l'État, c'est-à-dire le peuple libanais, continue à posséder au moins 50% de l'ensemble des assets. Eh bien, vous créez une dynamique dans laquelle les gens font un acte de vente. Moi, je pense qu'il y a monsieur Intel qui est à la tête du casino, je pense qu'il a des talents, je vais acheter une action casino. Et vous laissez l'offre et la demande. C'est-à-dire que là, vous avez mis des managers forts, avec des fortes réputations, vous allez faire monter des assets, puisque les gens achètent une histoire, mais ils n'achètent pas un asset, ils achètent une histoire derrière un homme ou un manager ou une équipe qui va exploiter un bien. Voilà. Donc, c'est autour de ça que tourne un des constats qui est le plus grave actuellement, c'est qu'il y a une richesse qui est énorme, qui est aujourd'hui super sous-évaluée, parce qu'il n'y a pas d'histoire, parce qu'il n'y a pas de projet, parce qu'il n'y a pas de notion de valorisation des assets. Il y a une notion de « je me débarrasse de cet asset parce que je ne sais pas le manager ».
Et quand vous allez vous débarrasser d'un asset que vous ne savez pas manager, vous allez le vendre au plus bas. Alors que ces assets sont absolument formidables pour une raison très simple. C'est qu'il s'agit de monopole. Vous savez très bien que, enfin, aujourd'hui, je vais vous donner un autre exemple qui est quand même assez frappant à l'échelle mondiale aujourd'hui. Elon Musk, que je connais bien, puisqu'on avait commencé l'aventure, les voitures électriques ensemble, en 2007-2008, nous étions les deux seuls à dire on va lancer la voiture électrique dans le monde. Alors, Elon est tout petit, il m'a dit écoute, moi je prends le haut de gamme, tu sais pas faire des voitures de haut de gamme, à ce moment-là j'étais à la tête de Renault et de Nissan, toi tu fais des trucs de vin, moi je prends le haut de gamme, tu t'occupes du reste, je lui ai dit très bien, moi je m'occupe de 90% du marché, tu vas t'occuper du haut de gamme, on va pas aller au haut de gamme. On nous a traités de fous, 2008. Ils font des voitures électriques parce qu'ils ne savent pas faire des hybrides, ils font des voitures électriques, etc. Vous connaissez la fin de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, Tesla vaut 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'a la Tesla? Si vous allez regarder les assets de Tesla, il y a 3-4 usines d'assemblage de voitures, quelques usines de batteries. Si vous allez compter ça à la casse, si vous amenez des experts là, comptables français et américains, et vous allez leur dire, allez me faire une analyse de ça, ils vont dire Tesla, ça vaut 20 milliards. Hein, c'est 3 usines, plus un headquarter, plus je ne sais plus combien, etc. Ça vaut 20 milliards. Mais pourquoi la bourse positionne ça à 1000 milliards 1000 milliards, ça veut dire qu'il y a 980 milliards qui sont l'histoire, qui sont le projet Tesla, qui sont le potentiel que les gens voient. Il y en a une deuxième qui vient d'exploser actuellement, et s'appelle Rivian. Elle est dans la presse, vous avez tous lu ça. Ça vaut 100 milliards de dollars. Qu'est-ce que fait Rivian? C'est un projet de fabrication de camions électriques. C'était ce matin, parce qu'il y a un Saoudien qui a mis 350 millions de dollars pour les aider, et aujourd'hui, il a récupéré sa mise à 11 milliards de dollars. C'est Al Jamil, qui est le distributeur de Toyota, etc. On va être très content, lui. Hein. Bon, mais pourquoi nous, on ne fait pas partie de ça? Ben, on ne fait pas partie de ça parce qu'on ne raconte pas d'histoire. Il n'y a pas de projet. Les gens ne vont pas aller acheter du Rivian s'il n'y a pas, sur la base des quelques ateliers dans lesquels on est en train d'essayer des pick-up trucks, etc. Ils vont acheter sur la base d'un projet qui est basé sur une réalité, sur la base de on a une perception que l'avenir va vers la voiture électrique, ou vers le camion électrique, l'avenir va vers l'exploitation du spatial. Une autre, c'est SpaceX, qui a été développé par Elon Musk, coté dernièrement 100 milliards de dollars. Donc, quand je regarde tous ces exemples, et que je vois de l'autre côté que tous les Talibanais, tous les assets du Liban, et je vous répète, monopole sur l'argent, monopole sur le littoral, monopole sur le transport, monopole sur les communications, je vous en cite. Tout ça, ça vaut 30-35 milliards de dollars. Je dis, mais qu'est-ce qu'on est misérable. On ne sait même pas raconter une histoire. Et on va aller piquer l'argent des gens dans les banques. Parce qu'on est infoutu d'aller monter une histoire autour d'un pays, un pays qui a 14 millions d'investisseurs potentiels à l'extérieur. Hein. Moi, je ne demande pas à ce qu'on aille appeler les Suédois ou les Nordiques pour venir investir au Liban. Déjà, adressons-nous à tous ceux qui ont un lien avec le Liban, qui non seulement ont envie de gagner de l'argent, mais qui ont envie de gagner de l'argent dans un endroit qui leur est familier, qui est le pays de leurs ancêtres, de leurs parents, etc. etc. Voilà. Donc, ça c'est le fond. Mais alors on peut se dire finalement, vous dites, mais pourquoi on ne raconte pas l'histoire? Ben, on ne raconte pas l'histoire parce qu'il n'y a personne pour la raconter. Il n'y a personne pour la construire. Parce qu'une histoire autour d'un pays, ça demande un travail d'équipe. Et c'est là on vient au deuxième constat le plus frappant du Liban. C'est que le Liban, c'est le pays de la diversité. Si on veut qualifier le Liban, c'est le pays de la diversité. Moi, je suis un privilégié parce que je suis né dans un pays de la diversité, j'ai été éduqué dans un pays de la diversité. Je suis né au Brésil et j'ai été éduqué au Liban. C'est deux pays avec une diversité éclatante. Diversité ethnique, diversité de race, diversité de religion, diversité, etc., culturelle, diversité de conditions même économiques exceptionnelles. Avec le Liban en plus, une prime avec le flux des Palestiniens, le flux des Syriens, le flux des réfugiés qui ont fui l'Égypte, l'Irak, etc. Et le premier flux qui est venu, c'était quand même pas n'importe qui. C'était
les gens les plus cultivés, les gens les plus monétisés. Et vous voyez d'ailleurs, quand vous observez le Liban de près, vous voyez qu'une grande partie des fortunes libanaises sont des gens qui sont venus de l'extérieur du Liban. Donc vous voyez qu'une grande partie aujourd'hui des fortunes américaines, ce sont quand même des gens qui ont émigré récemment aux États-Unis. Ce n'est pas les anciens qui sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diversité, elle est source de richesse. Sauf que la diversité, elle est très difficile à manager. Elle demande des managements très particuliers. Il est plus difficile de manager une entité quand les personnes qui la composent viennent de backgrounds très différents. Vous savez très bien que si vous avez une classe qui est faite par des gens du même âge et qui sont tous des garçons, c'est plus facile à tenir que si vous avez, et qui sont tous de même nationalité, qui viennent du même village, qui sont de la même religion, c'est plus facile à tenir qu'une classe dans laquelle vous avez des filles, des garçons, des gens d'âge très différents, avec des backgrounds très différents, avec des nationalités différentes. On le sait. Ben moi j'ai vécu ça pendant toute ma vie. Que j'ai fait travailler des Français, des Japonais, des Chinois, des Américains, des Allemands, des Brésiliens, etc. Et qui sont tous, dans un premier temps, qui ne peuvent pas se supporter. Les Français et les Japonais, au départ, c'était quand même à pleurer. Ils regardaient que les défauts des autres. Ils regardaient que les défauts des autres. C'est très bien, les gars. Si on va commencer à regarder les défauts des autres, on va aller nulle part. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu pour les faire travailler ensemble? Il fallait un projet. De façon à ce qu'ils ne se regardent pas en chien de faïence, mais qu'ils regardent dans la même direction. Et que ce projet, qu'il soit utile pour tout le monde. Dans lesquels on dit, ah, si le projet réussit, c'est bon pour moi. Donc, et chacun réfléchit de la même façon, finalement, on va surmonter les antipathies naturelles qu'il y a dans la différence, et on va tous regarder dans la même direction parce que c'est notre intérêt. Donc, quand on regarde le Liban, qui est par définition un pays de diversité, pas dans la diversité religieuse, c'est celle qui est la plus frappante. Hein. On parle toujours des chiites, des sunnites, des maronites, des grecs catholiques, des machins, des druzes, etc. Oui, bah, elle est évidente celle-là, évidemment. Mais il y a d'autres diversités. Il y a la diversité des origines syriennes, des origines palestiniennes, des origines irakiennes, des origines égyptiennes, etc. Vous avez la diversité de conditions, vous avez la diversité culturelle. Les gens qui sortent de chez les jésuites ne sont pas les mêmes que ceux qui sortent de l'université libanaise. Vous avez les littéraires, vous avez, etc. Donc vous avez un melting pot de diversité extraordinaire. Oui, mais enfin, cette diversité, si elle n'est pas managée, si elle n'a pas un projet commun, c'est le foutoir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est le foutoir. C'est le foutoir, pourquoi? Parce que tous les problèmes d'incompétence et de corruption sont cachés derrière. Ah, on ne peut pas s'entendre. Mais tu peux t'entendre. Il y a plein de pays dans lesquels les gens sont très différents. Il y a plein de communautés différentes qui s'entendent et qui sont prospères. Pourquoi on n'y arriverait pas? On n'y arriverait pas parce que la diversité, au lieu de devenir une force pour le pays, est devenue une sorte d'excuse pour justifier toutes les faiblesses. Et quelque part, comme l'a dit, bon, j'ai la chance de devoir rencontrer beaucoup d'anciens ministres, voire de ministres actuels, et ils me disent, ce qui nous frappe, c'est la paresse intellectuelle qui existe partout dans l'administration. Les gens ne réfléchissent plus. Ils trouvent des excuses sur, etc. Et il y en a plein des excuses sur autour de la table. Les gens ne réfléchissent plus. Un pays ne peut pas tenir tout ça. Il ne peut pas tenir une administration qui ne fonctionne pas. Il ne peut pas tenir un projet que personne ne pense développer. Il ne peut pas tenir une absence totale d'un sens de l'État, quelque part, ou de la nation. Avec uniquement de dire, ah ben ma communauté, mon village, mon parti, mon machin, etc. On ne peut pas. On va automatiquement arriver dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc, moi, pour revenir à la discussion que l'on a, et là je vous parle en tant que... moi j'ai passé ma vie à manager la diversité à l'échelle mondiale. Je sais quelles sont les difficultés, je sais quelles sont les forces de la diversité. Et j'ai passé ma vie à développer des assets. Hein? Comment remonter une entreprise? Qu'est-ce que c'est un turnaround d'une entreprise? C'est vous raconter une histoire. C'est tout. Hein? Quand Nissan était au fond du trou en 1999 et qu'elle avait plus de 20 milliards de dollars de dette, et qu'il y avait une tentative et deux tentatives et trois tentatives de turnaround par les Japonais qui finalement ont jeté l'éponge en disant on n'y arrive pas, et qu'il y avait à peu près 200 000 emplois qui allaient disparaître, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ben, j'ai raconté une histoire différente.
Ah, puis je dis non, pas du tout. On va faire quelque chose de différent, qui a choqué certains, qui a plu à d'autres, mais tout a été basé non pas sur l'histoire, mais sur le fait que l'histoire vous donne le bénéfice du doute pour réaliser. Et une fois que vous avez le bénéfice du doute pour réaliser, que vous montrez des résultats, à partir de ce moment-là, vous avez enclenché ce qu'on appelle le cercle vertueux de la croissance. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un endroit, il me semble, dans lequel on est bloqué, dans lesquels on n'arrive pas à trouver le bout par lequel on va déclencher le cercle vertueux de la croissance. Toutes les discussions sont politiques, elles sont ceci, elles sont cela. Oui, d'accord, très bien. Ok, mais le pays s'effondre, il s'appauvrit. Les statistiques sont quand même assez effrayantes, puisqu'on en est à, je ne sais plus combien, 70 ou 80% de la population libanaise qui vit sous le seuil de la pauvreté. Chiffre, mais impensable il y a 3 ans. Mais impensable il y a 3 ou 4 ans. Avec des gens qui acceptent des conditions de vie qui auraient été impensables il y a 3 ou 4 ans. Impensable. On n'est pas en train de parler d'un siècle de pauvreté, là. On est en train de parler de 2 ans, de 2 ou 3 ans d'effondrement avec des conséquences sociales et économiques. Et c'est pas fini. Parce que finalement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on va continuer à rafistoler avec les mêmes causes, il ne faut pas se poser des questions sur où va le pays ou qu'est-ce qui va se passer derrière. C'est une catastrophe garantie. Il va falloir changer, et changer avec des choses simples, concrètes, pas des grands discours, des réalisations qui redonnent confiance et dans lesquelles le cercle vertueux est engagé. Voilà, je pense que j'ai trop parlé. Voilà. J'avais pas prévu Je voulais juste vous dire, je ne suis pas un expert en politique, je ne rentre pas là-dedans, je constate uniquement, sur la base d'une expérience dans laquelle moi j'ai vu comment la diversité pouvait être source de richesse ou source de conflits et de pauvreté, et dans laquelle les assets finalement, ce que vous avez, c'est pas grand-chose. Ce qui vaut, c'est ce qu'il y a autour, c'est l'histoire que vous racontez, c'est le projet, c'est l'espoir et c'est la confiance que vous arrivez à créer autour. Et ça, avec la confiance et l'histoire que vous racontez, l'espoir que vous allez créer, c'est ça qui crée la richesse. C'est rien d'autre. Pourquoi aujourd'hui vous faites confiance au dollar américain? Pourquoi les gens se répétent? Pourquoi ils n'achètent pas du yen ou du peso ou voire même d'euros? Pourquoi? La confiance. On dit, on a confiance. Les États-Unis, grand pays, grande armée, grand machin, etc. Alors qu'on sait qu'ils sont super endettés, on sait qu'ils ont des problèmes budgétaires énormes, on sait que s'ils n'avaient pas le monopole à la limite de la monnaie, tout ça, ça s'évaporait. On le sait ça. Mais on valorise, pourquoi? Parce qu'on a confiance. Parce qu'on a confiance. Or, aujourd'hui, dans un pays dans lequel la confiance a disparu, dans lequel il n'y a pas d'histoire, dans lequel il n'y a pas de projet, eh bien on peut s'attendre au pire. Donc finalement, la solution, elle passe par la construction d'une histoire. Quand je dis histoire, j'ai un projet de développement. Un projet de développement, et franchement, il n'est pas très compliqué. Il n'est pas très compliqué parce que quand on regarde, quand on fait une petite projection, qu'est-ce qui va se passer sur les 10 ou 20 prochaines années à l'échelle mondiale? Quels sont les domaines qui vont exploser à l'échelle mondiale? C'est évident. Vous avez l'intelligence artificielle avec toute la transformation des objets qui nous entourent. Vous avez autour des matières premières, vous avez l'eau qui va devenir un véritable problème à l'échelle mondiale. Et parmi les soucis des gens, surtout dans les pays développés, c'est tout ce qu'on appelle le well-being, c'est-à-dire tout ce qui est, plus que la santé, c'est de se sentir bien. Alors, quand on regarde ces 3 domaines, on dit, mais nous, qu'est-ce qui nous manque pour être contributeurs dans ces 3 domaines? Bon, on a des cerveaux. Je peux vous dire, moi, le nombre de startups avec lesquels je travaille au Liban, je vois des jeunes qui sont très bien formés, qui sont très ambitieux. La plupart quittent le pays, mais ils sont toujours libanais, ils travaillent dans des startups à l'étranger. Donc, nous participer à la révolution de l'intelligence artificielle, on est tout à fait capable de le faire. L'eau, c'est la seule richesse qu'on a. Parce que vous savez qu'on n'exploite que 25% de l'eau qu'on reçoit par an. C'est une étude qui a été faite. D'ailleurs, on a eu des plaintes de la part de nos voisins, parce qu'ils exploitent 100% de l'eau qu'ils reçoivent. Et ils se sont dit, attendez, il faut quand même qu'on trouve une solution. Nous, on exploite 100% de l'eau qu'on reçoit. Nous avons nos amis qui sont juste à côté, qui n'exploitent que 25%. Comment peut-on faire pour qu'au moins, même on les aide à récupérer une partie de ça? Et troisièmement, le well-being. Et dans le well-being,
Vous avez, nous sommes un pays quand même essentiellement agricole, et nous avons des très beaux produits, et notamment parmi les produits, il y en a un qui est très important dans l'industrie du well-being, c'est tout ce qui tourne autour du cannabis, etc., etc. Mais on a des tas d'éléments pour faire des industries, pour participer à cette évolution et pour enrichir le pays. Donc, ce qui est un peu rageant quand on regarde ça, c'est de dire, mon Dieu, il y a tellement de solutions, il y a tellement de possibilités, et on n'en fait rien. On n'en fait rien. On est dans des machins dans lesquels celui-là, la mainmise de l'étranger, on tourne en rond parce que finalement, par là, il n'y aura pas de sortie. Voilà. Bon, Monsieur Nasser, je vous rends la parole alors maintenant. Vous nous faites rêver. Là. Non, moi je ne vous fais pas rêver. Je suis en train de vous décrire de manière très réaliste la situation du pays. Moi, je suis très réaliste. Je suis pas du tout. Moi, je suis pas un optimiste. Moi, j'ai passé ma vie à réaliser là où il y avait des potentiels. C'est ce que j'ai fait. Nissan était au fond du trou, je l'ai remonté. Renault était au fond du trou, je l'ai remonté. Mitsubishi était au fond du trou, je l'ai remonté. J'ai fait de 3 entreprises qui ne se considéraient pas beaucoup le premier constructeur mondial en 2017. Évidemment, j'ai froissé beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup d'ennemis. J'ai payé les conséquences, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est que je ne suis pas un raconteur d'histoire. Je suis un faiseur. Et donc, quand les gens qui font, quand ils voient un potentiel, ils sont choqués par le fait que ce potentiel n'est pas exploité, surtout quand on en a besoin. Si on était un pays très riche, et qu'on dit, bon, qu'on avait une ressource naturelle infinie, comme l'Arabie Saoudite, bon, on s'en fout à ce moment-là d'aller développer l'eau, d'aller développer l'agriculture. Mais on est un pays qui est dans le besoin. On est un pays dans le besoin, et en fait, l'erreur dans ce sens-là se traduit automatiquement par l'appauvrissement d'une grande partie de la population et par l'émigration d'une grande partie de la population. Donc ça a des conséquences humaines immédiates. Anna Bekhod Soalet. Bon, je ne veux pas. Bien sûr, allez-y, je vous en prie, monsieur. Nous savons que ce pays n'est pas en faillite. Vous venez de le démontrer. L'État est en faillite. L'État. Mais ce pays a été spolié. Oui. En arabe, on dit Al-Balad, Mannou Fallas, Manhoub. Vous avez développé la partie, il n'est pas en faillite. Vous pouvez un peu nous développer la partie, c'est un pays qui a été spolié. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai pas vécu au Liban. Moi, je ne peux pas. Quelqu'un qui a vécu au Liban pendant toute cette période, il peut vous dire on a volé ceci, on a volé. Moi, je ne peux pas. Moi, je constate après. Je suis là depuis 2 ans. Je regarde ce qui se passe. Je vous parle de ce dont je suis sûr. C'est que l'État est en faillite, le pays ne l'est pas. Il y a des assets qui sont sous-exploités. On raconte l'histoire. Moi, j'écoute la télé, j'écoute les responsables. C'est voté pour moi. C'est ça le programme. Le ministre, on s'en fout. Je veux dire, mais c'est quoi le projet pour le pays? Et le projet pour le pays, ça peut être, on est tous dans la merde, donc on va diviser le pays en petits morceaux, comme ça on sera dans la merde, mais entre nous. Non, ça c'est pas une solution. Il faut un projet de développement du pays. Et le Liban a des richesses. C'est ça ce qui me frappe. Sur qui a volé quoi, j'en sais rien, j'étais pas là. Mais il y a des tas d'histoires. Franchement, c'est pas. Et puis, je regarde pas tellement le passé, je regarde l'avenir. En fait, je pense que pour résoudre le Liban, il faut éviter de regarder trop dans le passé. Il faut surtout regarder. Il faut regarder pour l'avenir. Oui, madame. Petite question. À quel point le rôle de l'État fantôme est nécessaire dans la valorisation des assets que vous indiquiez, et quel serait l'impact substantiel que pourraient avoir les initiatives d'ordre privé, notamment pour faire de la rétention de talents ou alors encourager les cerveaux qui sont déjà partis pour investir au Liban? Oui, l'État libanais, il est un grand rôle parce qu'il est propriétaire. Il a 20% du territoire, il est propriétaire. L'État libanais, en plus, par les lois libanaises, a des monopoles. Aujourd'hui, si vous voulez, je ne sais pas moi, créer une entreprise d'hélicoptères pour transporter des gens d'une région à l'autre, vous avez besoin d'une autorisation de l'État. Il vous la donne ou il ne la donne pas. Si vous voulez, je ne sais pas moi, faire un ferry boat sur la côte pour transporter des gens, vous avez besoin d'autorisation de l'État. L'État a un pouvoir colossal. Vous ne pouvez pas transformer le pays sans, quelque part, le blanc-seing de l'État, sans un feu vert de l'État. 1. 2,
je ne pense pas qu'il faut déposséder l'État. Je pense qu'il faut manager pour l'État. Quand je dis l'État, pas pour les gens qui exploitent l'État, bien sûr, c'est pour le peuple libanais. Moi, j'étais contre les privatisations et je l'expliquais pourquoi. Parce que je dis, moi, si je suis un Libanais, j'ai mon argent qui est pris à la banque, je n'ai pas d'emploi. Si on vient de me parler de, on va privatiser l'aéroport et on va le donner à monsieur X, je vais me sentir violé. Je dis, attends, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? L'aéroport, il m'appartient, monsieur, en tant que citoyen libanais. Vous allez le vendre à monsieur X, au pire. Au pire, et monsieur X, s'il va l'acheter, c'est parce qu'il va pouvoir faire une valorisation. Mais pourquoi vous ne faites pas la valorisation pour moi? Donc, ce qu'il faut, c'est séparer la propriété du management. Et donc, quand vous dites les talents, eh bien, les talents, ils reviennent. Pourquoi ils reviennent? Quand est-ce qu'ils reviennent, les talents? Ils reviennent quand ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais comment ils vont gagner de l'argent? Vous dites l'État est en faillite. Eh bien, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Vous allez, je prends l'exemple du casino du Liban, parce que franchement, c'est le cas où vous pouvez prendre Middle East Airlines, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous allez dire très bien, messieurs, je vais aller choisir comme CEO de Middle East Airlines Monsieur X. Monsieur X a déjà fait le turnaround de ceci, de cela, il a travaillé ici, etc. etc. Monsieur X, je vais vous payer $1 par an. Par contre, je vais vous donner des tas d'actions Middle East qui valent aujourd'hui, disons, $10. Hein? Ben, dans 5 ans, dans 10 ans, ces $10, si vous travaillez bien, ça va valoir 1000 ou 500 ou 200. Vous allez gagner, mais vous n'allez pas gagner, c'est pas moi qui vais vous les payer. Ce sont les gens qui vont bénéficier de votre travail qui vont vous payer ça. Ce qu'on appelle des stock options, ou ce qu'on appelle des actions gratuites. C'est comme ça qu'on paye. C'est comme ça qu'on amène les managers. Le manager, il ne va pas t'intéresser si vous lui dites payer $200 000 par an, il dit je me fous, moi je vais aller autre part et je vais gagner 3 fois plus. Par contre, si vous lui dites si vous réussissez, vous allez vous enrichir et vous n'allez spolier personne, puisque votre enrichissement, il est à la base, il est basé sur la création de valeur que vous allez faire, à ce moment-là, l'affaire est différente. Moi, je vais donner un exemple très simple. Moi, je dirais, dans mon cas, j'ai beaucoup plus bénéficié des options Nissan que j'ai reçues en 1999 que de tous les salaires que j'ai reçus de Nissan pendant 17 ans. J'aurais pu au départ dire, attends, je veux $1 symbolique, je m'en fous du reste, donnez-moi des options, je m'occupe du reste. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, personne ne paye, le peuple n'est pas spolié, puisque vous lui gardez, disons, 50% de la propriété du bien, vous distribuez 50% aux gens dont l'argent a été piqué dans les banques, vous leur dites, bon, ben, très bien, je ne peux pas vous rendre d'argent, je vais vous donner des actions, vous allez choisir où vous voulez mettre vos actions, Casino du Liban, télécommunications, Ogero, machin, etc., en fonction du management que je vais vous mettre. Et le management, je le paye en disant, ben, écoutez, je vais vous donner un certain nombre d'actions gratuites, si vous réussissez, vous vous enrichissez, si vous ne réussissez pas, tant pis. Voilà. Donc, propriété du peuple, évidemment représentée par l'État, mais management complètement différent. C'est-à-dire que l'État ne peut pas intervenir dans le management de ces sociétés, évidemment, mais l'État étant présent au conseil d'administration pour s'assurer quand même que le service public est assuré. Madame. Je m'appelle Joanne Adelsnahas, je suis avocate et professeure de droit. Vous avez dit que le Liban n'est pas en faillite, je suis d'accord. Il est peut-être cependant pour comparer aux sociétés en redressement. Et à l'image d'une société en redressement dans laquelle on dessaisit le gérant pour mauvaise gestion, peut-on dessaisir l'État libanais et peut-être confier la gestion à un organisme étranger comme vous l'étiez par rapport à Nissan, vous étiez quelqu'un finalement qui n'avait rien à voir avec le Japon. Donc peut-on penser à une solution pareille, donc confier en fait la gestion économique du Liban à un organisme international parce qu'il y a péril en la demeure finalement? Ça va être très compliqué parce qu'il y a quand même un problème de souveraineté. Vous ne pouvez pas dire, bon, je vais... Moi je pense, parce que les problèmes de souveraineté sont très compliqués, hein, sont très compliqués. Il ne faut surtout pas que la souveraineté devienne un obstacle au redressement. Donc vous gardez la souveraineté du gouvernement, vous gardez la souveraineté, etc., pas de problème. Vous gardez même 50% des biens sous le contrôle de l'État, pas de problème. Il y a un autre problème à traiter, c'est le problème de l'incompétence et de la corruption à l'intérieur de l'État. Ça, c'est autre chose. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez garantir aux gens que finalement, non, on ne va pas vous spolier, vous gardez 50%. Par contre, moi, les 50% restants, je vais les donner à tous ceux qui ont l'argent bloqué, parce que ceux-là, on les a spoliés, et je vais les donner à ceux qui vont vous faire le redressement. Vous voyez? Or, aujourd'hui, moi, là où je suis, je vous donne un exemple très simple, madame.
Si je prends par exemple, alors vous allez avoir tous les écologistes qui vont dire ah non, il ne faut pas toucher au terrain, machin, etc. Mais on n'est pas en train de parler de dévoyer tous ces terrains. Mais je peux vous dire qu'il y a des tas de gens qui sont venus, des experts internationaux, qui ont regardé les sites, qui ont dit mais c'est magnifique ce truc-là. Mais comment ça se fait que vous ne faites pas ceci, cela, etc. Et ça ne représente même pas 5% des terrains qui sont disponibles. Sur 5% des terrains. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au Cèdre. Vous savez pourquoi ils me disent? Ils me disent, un, c'est très loin. Deux, il n'y a même pas un bon restaurant où on peut manger. Il n'y a pas un hôtel où on peut coucher. Voilà. Hein, vous êtes d'accord? Oui. Enfin, quel désastre! C'est l'une des plus belles régions du pays dans lesquelles les gens ne vont pas à cause de la distance que vous pouvez résoudre en installant une ligne d'héliport, d'hélicoptère. L'hélicoptère, ça ne coûte pas grand-chose. Ça prend 15 minutes pour aller de Beyrouth jusqu'au Cèdre, ou de Jounier, ou de Tripoli, etc. Deux, si vous allouez quelques terrains, même pas quelques pourcents, vous les vendez, et à ce moment-là, avec peut-être association de l'État ou au prix fort, à des gens qui construisent un hôtel, quelques restaurants, etc., plus un certain nombre d'activités. Donc vous voyez, il suffit de peu de choses pour animer toute une région, mais toute une région dans laquelle le principal bénéficiaire sera l'État libanais. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ces millions de mètres carrés, ils ne valent pas grand-chose. Personne n'en fait rien. Or, nous avons vu combien un projet petit, minuscule, pouvait multiplier les prix des terrains par 10 ou par 20. Mais qui en est bénéficiaire là? C'est l'État libanais. Les Libanais ne regardent même pas ça. Ils s'en foutent. À la limite, il y a pas... Enfin, il s'en fout. Il est indifférent à ça. La création de richesses ne semble pas être une préoccupation majeure des dirigeants actuels. La préoccupation majeure aujourd'hui semble être comment je vais profiter de la situation actuelle, quelle que soit la misère que je provoque, pour tirer parti, pour améliorer ma position par rapport à mon concurrent ou par rapport, etc. Et c'est partout, il ne faut pas penser que... le raisonnement, il est toujours là, hein, il est à la limite. Je ne suis pas intéressé à résoudre le problème, je suis intéressé à comment je vais manager pour que mon concurrent ou mon rival ou mon adversaire soit enfoncé à travers de ce problème. Oui. Mais avec ça, on n'ira pas très loin. On n'ira pas très loin. Donc, je reviens à votre question, je dis, il faut respecter la souveraineté, il faut respecter la sensibilité du peuple libanais à garder la main mise sur ses assets, mais il faut découpler le management de ces assets de l'État libanais. Parce qu'il a montré une incompétence. Enfin, vous savez, moi je suis un chef d'entreprise. Hein. Moi les discours, je m'en fous, je regarde les résultats. Personne ne peut être un grand chef d'entreprise avec des résultats minables. Ça n'existe pas. Et il ne peut pas y avoir de mauvais chefs d'entreprise avec des résultats brillants. Ça n'existe pas. Donc finalement, les gens sont jugés en fonction des résultats qu'ils provoquent. Pas sur 6 mois ou 1 an, mais sur la durée. Donc vous regardez les résultats sur la durée, si vous voyez des résultats catastrophiques, il y a un truc qui ne marche pas. Bon, alors, je ne veux pas... Oui, madame, ça fait... J'ai travaillé avec le Premier ministre Halili pendant 5 ans. De 2000 à 2005, j'étais sa communication officer et on a fait le tour du monde en essayant de vendre une idée de Liban, l'idée que vous venez d'exposer. Et on a essayé de présenter une image du Liban comme un pays prometteur. Malheureusement, même vous avez parlé de l'expo de Tripoli, vous avez parlé de plusieurs choses, du centre-ville, même de la richesse pétrolière que nous avions et tout ça a été enterré à cause d'une résolution politique. Donc je crois qu'à la base, il y a une résolution politique à gagner avant de pouvoir faire rêver les Libanais et les étrangers à un Liban meilleur. Voilà, je crois que ça c'est le politique tient surtout au Liban. On a essayé de faire de l'infrastructure, on a été bloqué, on a essayé de faire... M. Halili était interdit d'aller à Tripoli. Il ne pouvait pas dépasser le Navigable. Donc il y a déjà dans le politique quelque chose qui impacte. Donc je crois que c'est ça la problématique. Moi j'appuie totalement parce que j'ai eu des expériences et j'ai amené un projet colossal pour TIR avec l'UNESCO, une campagne mondiale. Et l'État libanais ne devait pas payer un sou là-dedans. C'était de l'international. Ils l'ont bloqué. Il y avait une politique dans ce pays qui nous a amenés à là. Le manque de développement de projets, comme vous venez de l'expliquer. Le rêve est merveilleux. Il faut rêver, mais rêver avec des résultats. Mais c'était interdit. Ils ont fait une politique financière avec les banques et les intérêts pour contrôler tout ce qui se passait et
interdit à qui que ce soit de faire un projet dans le pays. C'était connu. Non mais c'est tout à fait possible. Là encore, moi je ne veux pas me prononcer sur le passé. Franchement, je suis incompétent. Ce que je peux vous dire, c'est que un jour ça va arriver. Sûrement. Oui, mais il faut changer. Tous ces trucs-là, ça va tomber à l'eau. Pourquoi? Au Brésil, on a fait une expo avec 1000 Libanais Brésiliens d'origine libanaise, 1000. Et tous, à la fin de la journée, étaient prêts à venir au Liban à faire. Tout ça a été arrêté. Oui. Non, je veux dire, ce que je peux vous dire, c'est que ça va arriver. Pourquoi? Parce que personne ne rêve de devenir pauvre. C'est aussi simple que ça. Moi j'ai dit, c'est quand des tas de gens, j'avais 450 000 employés, j'en ai pas vu un qui est venu me dire, Monsieur Ghosn, baissez mon salaire, je vous en prie, il y a trop d'argent. Personne. Et le Libanais, comme vous le savez, l'unificateur au Liban, c'est le profit. Le Libanais est quand même, il a quand même le sens. Il a quand même le sens de la matérialité, il a le sens de l'argent. Donc, le statu quo dont vous parlez, la situation qui mène à l'effondrement que l'on voit, ça va pas durer. Elle durera peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a un moment, ça va repartir. Et ça ne pourra repartir qu'en exploitant les assets, les actifs du pays. Ça ne pourra. Alors, j'espère que ça ne durera pas 20 ans, j'espère pour nous que ça ne durera pas 20 ans, parce que ça veut dire qu'un grand nombre d'entre nous ne verront pas le bout. Mais Mais il faut faire un pas pour s'en débarrasser. Oui, je sais. Non, mais moi, si j'étais un homme politique, mon programme serait très simple. Très simple. Lequel? Hein? Non, attendez, moi je vous rappelle que quand M. Trump a été élu président des États-Unis, je parle des États-Unis, il n'était pas président du Zimbabwe, hein, il était président des États-Unis, il a élu sur un programme très simple, sur des phrases qu'il répétait systématiquement. Il disait « Make America Great Again ». Bon, ça, personne ne sait ce que c'est, mais enfin bon, d'accord. C'était Lock Her Up, il voulait mettre Hillary Clinton en prison. 3, Dry the Swamp, il parlait du marécage de Washington où il y avait tous les lobbyistes, il a dit il faut assécher, etc. Build the Wall. Voilà son programme. On parle des États-Unis, c'est pas un truc super sophistiqué dans lequel il disait on va faire ceci, pas du tout. C'est foutez Hillary Clinton en prison, construisez le mur avec le Mexique, assécher le marécage de machin, et comme vous le savez, il n'a rien fait de ça. C'est-à-dire que ni le marécage n'a été asséché, puisque, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le politique, il faut qu'il construise un message simple. Le programme, ça ne peut pas être 200 pages avec un détail sur qu'est-ce qu'on va faire du litanie, qu'est-ce qu'on va... Mais tout le monde s'en fout de ça. Il faut 2 ou 3 idées phares auxquelles les gens s'identifient. Or aujourd'hui, si vous regardez un petit peu, qu'est-ce qui unifie les Libanais? La première chose qui unifie les Libanais, c'est rendez-nous notre argent. Rendez-nous notre argent. Il faut qu'on ait confiance, et qu'on ait confiance dans le gouvernement. Deuxièmement, je veux un emploi, une place à l'école, une place à l'hôpital. C'est ça ce que les gens veulent. C'est ça. C'est pas du tout aller libérer je ne sais plus quoi, ou aller se battre contre telle puissance. Je dirais, on va devenir un pays de clochards. Les clochards, ils ne se battent pas. Ils ne se battent pas. Moi, si je n'ai pas de quoi me nourrir, je ne vais pas aller me battre. Donc, c'est-à-dire que le côté politique, je le laisse de côté, mais je dirais faire un programme politique qui réussit au Liban, c'est facile. Quand vous regardez l'attente des gens, elles sont claires, les attentes des gens. Et elles sont claires, indépendamment du fait que vous êtes chrétienne, musulmane, druze, juive, etc. Ils sont clairs, ils ont tous les mêmes préoccupations, ils ont tous les mêmes anxiétés. Donc, or aujourd'hui, quand vous regardez le paysage, moi, franchement, si vous me dites quel est le programme politique de X, Y ou Z, je suis incapable de vous le répéter. Il n'y a pas de programme. Non, mais il y en a. Si, madame, détrompez-vous, il y en a. Il y en a un qui m'a dit, j'ai un programme, regarde-le sur mon website, j'ai regardé mon truc. Mais je dis, mon vieux, c'est infernal. Mais personne ne va lire ton truc. Mais personne ne va le comprendre, ton truc. Il faut des choses simples, il faut des choses qui sont 2, 3 idées phares, une crédibilité derrière ces idées, c'est-à-dire qu'il faut quand même que la personne, on lui donne une chance de réaliser cela, et c'est comme ça que se gagnent les élections pour changer le système politique. Bon, mais on va laisser la politique de côté. Nous, on est là pour parler essentiellement des solutions qui existent. Le thème, pour moi, c'est que la nation n'est pas en faillite, le pays n'est pas en faillite, l'État est en faillite. Il faut faire la distinction entre les deux. Il y a un traitement à faire au niveau de l'État, qui est plutôt politique, mais en fait, le politique, finalement, c'est la décision du peuple libanais. On n'est pas une dictature, hein. On est une démocratie. Non, on est une démocratie. Alors bien sûr, dans toutes les démocraties, il y a des traficotages électoraux, des découpages dans tous les sens, des règles qui sont un peu ambiguës,
Mais c'est des démocraties. S'il y a une claire majorité de gens qui disent c'est fini, vous pouvez découper le pays comme vous voulez, c'est fini. S'il y a quand même 45% des gens qui disent ah ça peut encore aller, eh ben on est parti pour longtemps. Le problème, c'est que le Libanais s'adapte à toutes les situations. C'est sa force, et sa faiblesse aussi. C'est ça, oui. Professeur. Ça. Oui. Non, vraiment, ce qui a été dit est vraiment essentiel et fort pratique. La nation n'est pas en faillite, il faut un projet. Et je vois un peu l'esprit de ce que vous venez de dire dans le premier livre, comment Carlos a sauvé Nissan. Je l'avais lu à l'époque, c'était extraordinaire. Il a mobilisé les gens, il a créé un projet, il a géré la diversité. Vous voyez, et avec une intelligence plurielle. Le Libanais a une intelligence plurielle. Il n'est pas plus intelligent, mais il est capable de gérer la diversité. C'est d'ailleurs un livre, Comment il a sauvé Nissan, que je recommande à tous les étudiants en économie, en gestion, etc. Alors, je trouve que c'est simple. Le Liban a besoin d'une quarantaine de personnes compétentes et intègres pour avoir un projet. Vous voyez? Une vingtaine de personnes suffisent. Vraiment, vingtaine. D'ailleurs, dans le premier livre, Comment il a sauvé Nissan, il cite les propos d'un des professeurs où il dit écoute, puis réfléchis. Ce que tu dis, fais-le. Et troisièmement, sois transparent. N'est-ce pas? Ah oui, la confiance. Non, mais ça, c'est un point, la confiance. C'est très important, ça, la transparence. Quand les gens disent, qu'est-ce que ça veut dire la transparence? Ah, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire la transparence? La transparence, c'est très simple. Quand vous allez demander aux gens des efforts ou des sacrifices, ils sont inquiets. Ils disent, attends, mais pourquoi je vais le suivre celui-là? Peut-être qu'il ne me mène nulle part, il va encore me dépouiller. La transparence, elle est très importante parce que les gens ont besoin d'accompagnement le temps que les résultats commencent à venir. Une fois que les résultats arrivent, après c'est facile, parce que les gens voient que finalement on a eu raison de lui faire confiance, la situation change. Ils voient, oui. Mais pendant cette période, il faut la transparence. La transparence, c'est basée sur la communication. Une communication qu'on est capable de comprendre. Or, dans des situations difficiles, les gens ont besoin qu'on leur dise, bon, voilà mon année, voilà ce qu'on va faire dans une semaine, voilà ce qu'on fait dans 2 semaines. Or ça c'est une autre chose qui est surprenante, c'est que il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que si vous voulez savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, si ceci est vrai, si ceci est faux, etc., il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source. Attends, elles existent peut-être des sources, mais elles sont inaudibles. On ne les voit pas, on ne les entend pas. Il n'y a pas de source claire qui sort, qui dit, attends, ça c'est faux, ça c'est vrai, voilà où on en est, voilà ce qui va se passer, etc. Donc la transparence, elle est basée sur une communication d'accompagnement, une communication non pas pour manipuler, parce que ça, vous pouvez manipuler, mais ça ne dure pas longtemps. Au bout d'un certain moment, les gens découvrent la réalité. Une communication pour accompagner pendant la période la plus difficile de la transformation. Oui, madame. Voilà, je rebondis sur ce que le professeur Salah vient de dire. Vous avez mobilisé les gens quand vous avez repris cette société. Et vous parlez maintenant d'un projet au niveau du Liban et d'un accompagnement. Ce qui veut dire qu'on va s'adresser aux gens et les amener à faire confiance à tel projet ou tel autre projet, les mobiliser. Pratiquement, comment mobiliser les gens dans un pays? Là, maintenant, je peux avoir n'importe qui vient me raconter qu'il a un projet. Je ne fais pas confiance. Parce que depuis je ne sais pas combien d'années, on nous parle d'un Liban meilleur qu'on ne voit jamais arriver et on n'arrive pas, nous, à arriver pour changer quoi que ce soit. Alors, comment mobiliser, amener les gens à faire confiance? Très simple, je vais vous dire, très simple. Vous mobilisez les gens, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'être mobilisés. Ah oui, c'est ce que vous ressentez actuellement. On les fait rêver. Ils ont envie. Non, vous ne les faites pas rêver. Les Libanais ont envie d'être mobilisés. Ils ont envie d'être mobilisés. Et je vais vous donner quelques exemples qui se sont passés récemment. Alors peut-être que vous vivez au Liban depuis longtemps, donc vous ne voyez plus ces petits trucs. Oui, peut-être, on n'a pas une raison. Non, je veux dire, vous vous rappelez quand il y a eu des rumeurs sur la formation d'un gouvernement Mirati. Le dollar, tout d'un coup, s'est redressé de 20%. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que les gens, au moindre petit espoir, au moindre petit bruissement, ils sont prêts. Ils veulent, parce qu'ils veulent croire. Ils veulent croire. Hein? Donc, mais il ne faut pas faire ça pour les manipuler en disant, parce que ça ne va pas aller très loin. Hein. Les gens vont le voir tout de suite. Et d'ailleurs, le dollar, son redressement ne va pas durer très longtemps. Vous l'avez vu. Donc, ça veut dire que les gens, au moindre signal d'un changement qu'ils estiment prometteur, ils vont bouger. Et je veux dire autre chose aussi, pourquoi ça peut aller très très vite. 1, parce que les gens ont envie. 2, parce que le Libanais, dans sa nature même,
et spéculateurs. Et ça, c'est dans notre histoire. Vous savez très bien que... Alors, il n'y a pas beaucoup d'analyses sur l'histoire du Liban et les populations qui ont vécu au Liban depuis très longtemps. Mais enfin, il y a une étude qui a été faite par un centre de recherche aux États-Unis, à l'université de Stanford, qui dit que les Phéniciens qui habitaient cette terre, alors nous, on n'est pas les descendants de Phéniciens, on est descendants de je ne sais plus combien de populations, hein, mais enfin, les Phéniciens qui habitaient cette terre sont à la base des deux principaux facteurs du XXIe siècle. Le premier facteur, c'est le free trade. C'était des free traders. Ils allaient partout, ils mettaient des banques, ils vendaient, ils achetaient, c'était un free trader. Et deux, c'était des globalisateurs. Ils ne se sont jamais limités à la terre. C'était des premiers globalisateurs dans une économie globale et c'était les premiers free traders. C'était Phéniciens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a dans le sens des affaires, du commerce, de la spéculation. Qu'est-ce qui va se passer aux premières lueurs d'espoir? Il y a tout un tas de Libanais qui vont dire, attends mon vieux, mais ce terrain qui va maintenant 10 $ alors qu'il valait avant 1000, il va peut-être valoir 200, donc il vaut mieux que j'aille acheter avant que ça ne monte haut. Ils vont anticiper ce qui va se passer. Comme ils ont anticipé la catastrophe, ils vont anticiper le renouveau. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que la raison pour laquelle, à mon avis, ça peut aller vite, c'est pas sûr. Alors évidemment, si vous mettez une chèvre sur le projet, ça ne va pas marcher. Mais je dis, si croient que telle personne, telle entité, telle communauté de personnes peut réussir, ils vont anticiper. Ils vont anticiper parce qu'ils disent, moi je vais acheter et me positionner avant qu'il soit trop tard. Donc c'est pourquoi moi je suis assez confiant que ça peut aller très vite. Ceci étant dit, vous savez, c'est comme les formules chimiques, hein. Tant qu'il y a un ingrédient qui manque, ça ne part pas. Hein, le jour où vous mettez ce petit ingrédient, ça part tout de suite, madame. Qu'est-ce qui vient avant? La politique ou l'économie? Y a-t-il seulement des citoyens ou y a-t-il seulement des employés? Et comment faire pour que les employés citoyens, lorsque vous nous dites de quoi a-t-on envie? D'un emploi, d'un hôpital, d'une école, je comprends parfaitement. Mais en fait, il se trouve que nos 30 dernières années nous ont montré que les Libanais ne sont pas un acteur économique rationnel. Votre discours s'adresse à des acteurs économiques rationnels, ce que les Libanais aujourd'hui ne sont plus. Et l'histoire que vous souhaitez construire, et qui est magnifique, cette histoire est impossible parce qu'il y a des forces centripètes qui sont absolument énormes. Si on méprise cette dimension-là, on... Ah. Oui, non mais, madame, c'est tout à fait possible. Le pire... moi, j'ai une phrase que j'ai toujours gardée en mémoire, que je trouve très bien, c'est que personne ne sait suffisamment pour être pessimiste. Bon, alors évidemment, on peut dire, ah, si ça continue comme ça, on va à la catastrophe, ça ne va jamais changer parce que les Libanais sont ceci, cela. C'est vrai, c'est possible. Mais c'est une possibilité, hein, je ne l'écarte pas. Mais aujourd'hui, la question, c'est pas ça. On n'est pas en train de faire du Madame Soleil aujourd'hui. On est en train de dire, est-ce qu'il existe des solutions? Je dis, oui, il existe des solutions. Il existe des solutions, et voilà, autour de quoi. Et moi, je crois que c'est possible. Est-ce que c'est sûr? Pas du tout. Vous avez des sociétés qui sont en partie des sociétés qui étaient beaucoup plus puissantes que les sociétés libanaises qui ont disparu. Nous, on peut disparaître. Parce que, finalement, attendez, si on ne fait rien, on va disparaître. On n'a pas de droit à l'histoire, on n'a pas de droit à la survie, ça n'existe pas. Il y a des populations entières, il y a des pays, il y a des empires qui ont disparu par négligence, ils n'ont pas su tirer au bon moment, etc. Vous revenez sur dire, qu'est-ce qui vient avant, le citoyen ou l'employé, etc. L'acteur économique. Bon. Ce que je peux vous dire, alors ça je veux dire quelque chose dont je suis sûr. Il ne peut pas y avoir de citoyens quand la misère s'installe partout. C'est fini. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à la base de quoi, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de pays que vous pouvez tenir très longtemps dans la misère. Et sans espoir de sortie. Ça n'existe pas. Sauf à transformer en dictature sanglante, bon, comme on en voit autour de nous, bien sûr, mais ça c'est tout à fait autre chose. Mais moi je ne pense pas qu'il y a de citoyenneté durable sans un minimum de développement économique et sans un minimum d'espoir économique. Bon.
Et ce qui est assez extraordinaire aussi, nous sommes une situation particulière quand même. Tous les Libanais ne sont pas au Liban. C'est quand même un élément important. C'est-à-dire que vous avez un flux d'informations et d'influence et d'argent qui est à l'extérieur, qui n'est pas soumis au microcosme libanais. Et ce flux-là, il va jouer un rôle dans n'importe quelle transformation qui aura lieu. Alors peut-être qu'aujourd'hui il est un peu passif, peut-être qu'aujourd'hui on ne le voit pas, mais ça ne durera pas longtemps, surtout avec la clochardisation continuelle du pays. Mais je suis d'accord avec vous, le pire n'est pas sûr, mais il est possible. Oui. Monsieur Rossen, comment mettre en pratique cet esprit visionnaire dont vous faites la preuve maintenant? Comment traduire, je vais essayer de traduire dans les faits le questionnement que j'ai pour vous. Qui va entreprendre ce renouveau et comment? Ce que vous avez dit nous fait rêver. En tout cas, il démontre de manière éclatante qu'être visionnaire, c'est aussi être réaliste. Ce que vous êtes. Qui va le faire au Liban? Est-ce que c'est le président? Laissez-moi poser la question comme j'aime poser. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'il nous faut un président de la République pour faire ça? Est-ce qu'il nous faut un président du Conseil pour faire ça? Je pense beaucoup à Rafi Hariri. Est-ce qu'il nous faut un ministre de l'économie pour faire ça? Est-ce qu'il nous faut un gouvernement cohérent pour faire cela? Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'il nous faut un visionnaire au pouvoir. Il nous faut un Carlos Rossen au pouvoir. Ça, c'est ma première affirmation. De dévier complètement, là. Ça, c'est un. Deux, comment? Moi, comme juriste, j'ai 3-4 possibilités auxquelles je pense. Premièrement, il y a évidemment le fonds souverain, c'est-à-dire grouper tous ces bijoux de la République dans un fonds souverain qui serait géré de manière transparente, qui serait géré par des gestionnaires fiables, qui ont fait leurs preuves, qui ont réussi par le passé et qui sont source d'espoir et qui nous permettent de regarder tous dans la même direction, dépassant ainsi notre diversité. Est-ce que donc il faut aller vers le fonds souverain? Deuxièmement, est-ce que le partenariat public-privé est la solution? Est-ce que ça peut aider? Troisièmement, est-ce qu'il faut au contraire créer des sociétés d'économie mixte ou des sociétés commerciales où il y aurait par exemple ce qu'on appelle l'action iron share, c'est-à-dire celle sans laquelle rien ne peut être décidé, qui peut être accordée à l'État libanais, mais qu'on laisse quand même faire tous les autres actionnaires. D'un point de vue pratique, moi, personnellement, je me pose la question, qui va faire ça? Comment? Est-ce que vous acceptez, M. Rossen, de faire un bout de chemin avec nous? Écoutez, moi je vais répondre à la question. Moi je pense qu'il faut distinguer le politique de ça. Vous devez le distinguer. Pourquoi? Parce que finalement, qui va le faire? Ce sont les gens que le peuple libanais va décider. On est dans une démocratie, il va y avoir des élections. Moi je suis persuadé que malgré tous les tripatouillages qu'il peut y avoir, s'il y a une majorité de Libanais qui se prononcent pour un changement, vous ne pouvez pas l'éviter. Il y aura un changement. S'il y a une grande majorité, s'il y a une minorité forte qui n'a pas envie de changement, le changement il va pas avoir lieu parce que ça va être à la marge. Donc
Alors, vous dites, dans la constitution libanaise, avec quelques amendements nécessaires opérationnels, qui ne sont pas très, très compliqués, le président de la République, c'est le chairman of the board. Le chief exécutif, c'est le Premier ministre. Et le président de l'Assemblée, c'est un peu celui qui coordonne un peu les actionnaires. Hein, puisque c'est les représentants du peuple, hein, c'est les actionnaires. Okay? Donc, le président de la République, c'est chairman of the board. Chairman of the board, il s'occupe de l'intégrité de la boîte, du fait qu'il y a un budget, du fait qu'il y a un plan à long terme, machin, etc. Mais il ne s'occupe pas de la gestion. Le patron, c'est le CEO, c'est-à-dire le Premier ministre. Moi, ce que je pense, et là encore, indépendamment des considérations politiques, qui est quoi, etc., ça, à la limite, c'est pas mon sujet, je dis à partir du moment où le peuple libanais fait son élection, c'est le Parlement. Le Parlement est à la source de tous les pouvoirs. Le Parlement désigne le Premier ministre, c'est lui qui vote, et il désigne le président de la République. Bon, donc tous les pouvoirs viennent du Parlement, qui est l'expression, etc. Donc si vous avez une majorité claire au Parlement qui dit « merde, c'est fini », eh ben, automatiquement, ça va se traduire. Qui peut faire ça? N'importe qui. Pourquoi? Parce que la première chose dont vous avez besoin, c'est de la légitimité. C'est la chose la plus importante. Une fois que le Parlement est nommé, le président de la République est légitime, le Premier ministre est légitime. Le Premier ministre et le CEO. Il faut que le Premier ministre ait le contrôle opérationnel de tout ce qui va se passer. Il ne peut pas y avoir « Ah, attends mon vieux, moi, il faut que tu consultes X, Y ou Z ou machin ». Ça ne marche pas. À la base de n'importe quel turnaround, je veux dire, j'en ai fait un paquet, c'est l'unicité de l'autorité opérationnelle. Si vous avez 3 cuisiniers, 4 femmes de ménage, c'est foutu. C'est fini. Vous pouvez avoir le meilleur manager du monde, si vous lui mettez 2-3 gars à côté qui regardent tout ce qu'il est en train de fabriquer, c'est terminé. Donc, unicité opérationnelle absolument essentielle. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Non, on ne va pas rentrer dans... Non, qui peut le faire? Qui peut le faire? C'est n'importe qui, n'importe quelle personne qui est élue président de la République, parce qu'il est issu du Parlement, c'est la volonté du peuple. Si le peuple veut désigner une chèvre, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, on est bien d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On est dans une démocratie, vous ne pouvez pas imposer au peuple son bien. S'il veut désigner une chèvre, s'il veut désigner des gens qui vont désigner une chèvre, etc., il faut payer les conséquences. D'accord? Donc, s'il y a effectivement une élection, vous avez une unicité opérationnelle absolument essentielle. Le Premier ministre, il n'a pas besoin d'être un turnaround artiste. Mais lui, s'il est responsable opérationnel, lui, il doit dire, très bien, on va faire ça, on va désigner à la tête de ce fonds souverain quelqu'un en qui le public libanais a confiance. Et c'est lui qui doit s'engager sur des résultats vis-à-vis de l'autorité publique et qui doit, lui, à ce moment-là, là aussi, avoir un blanc-seing pour choisir les personnes à la tête des différentes entités, mais avec des obligations de résultats, non pas dans 5 ans, mais année par année. Au bout d'1 an, voilà, au bout de 2 ans, voilà, au bout de 3 ans, et si ça ne marche pas, on me vire, on amène quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Or, aujourd'hui, ce qui se passe au Liban, et ça c'est un constat, c'est que les lignes sont floues. Vous ne savez plus qui est le CEO, qui est le chairman of the board, qui est le CFO, qui est le machin. Tout le monde veut s'occuper de tout et on arrive dans la situation actuelle dans laquelle... Alors moi aussi, c'est des anciens ministres qui m'ont dit le problème, indépendamment de la paresse intellectuelle qu'il y a dans l'administration, il m'a dit, personne ne décide. Ils veulent pas. Personne, non, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que... Attends, personne ne décide. Pourquoi? Parce que moi j'ai l'ambition de devenir président, moi j'ai l'ambition de devenir Premier ministre, machin, donc je ne vais pas fâcher X, Y, Z, effectivement. Donc finalement, personne ne décide. Or, un pays ne peut pas fonctionner sans pouvoir décisionnel. Sans pouvoir décisionnel. Bon, c'est pourquoi les grandes démocraties en général, vous avez des élections au suffrage universel du principal responsable. Comme ça, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Nous avons un truc un peu plus compliqué, puisque nous n'avons pas de responsable élu directement par le peuple, on est en suffrage indirect. Donc la légitimité des gens qui sont au pouvoir, elle est plus contestée. Pas contestable, mais plus contestée. Ok, donc tant qu'on ne peut pas passer par un suffrage direct, dans lequel il y a quelqu'un qui a été désigné, et qu'on l'aime ou pas, qui représente le pouvoir étatique, ben, il va falloir qu'on navigue avec un peu de précaution.
Ça, c'est mon avis. Là encore, je ne rentre pas ni dans la politique des partis, ni dans les trucs actuels. Moi, je veux franchement pas parler de ça. Pour une raison très simple, c'est que je suis incompétent. Je n'ai pas suivi toutes les évolutions, je ne peux pas vous dire. Mais ce que je constatais aujourd'hui, vu de l'extérieur, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs décisionnels au Liban sont pas clairs. Ils sont pas clairs. Vous ne savez pas qui décide quoi. Alors, on me dit, en plus, j'ai appris, mais ça, les anciens ministres peuvent me contredire, qu'en fait, le Premier ministre n'est pas le chef des ministres. Quand un ministre est désigné, il est souverain sur son ministère. Punaise. Moi, si j'étais CEO de Nissan et j'avais des membres du comité exécutif qui chacun faisait à sa guise, j'aurais rentré dans le mur au bout de 3 mois. Non, mais ça c'est des choses qu'on peut modifier, ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien arriver à un moment avec un Parlement qui dit, bon, ben, c'est fini, on siffle la fin de la récréation. Il y a un Premier ministre qui est le chef des ministres, il y a une relation de cet et tel type, de façon à pouvoir réaliser des choses. Mais là encore, je ne peux pas vous en parler. Hein. Même dans les questions de budget, le ministère de la Santé, par exemple, tout le monde voulait ce ministère et on se demandait pourquoi. En fait, c'était parce qu'il y avait une allocution de 450 millions de dollars pour que seul le ministre décide comment gérer. Seul. Sans avoir de rapport à qui. Ah oui, ça, il y a plein. Non mais là, attendez, il y a des chefs d'entreprise ici. Alors, imaginez votre entreprise qui vous appartient, vous désignez un CFO, c'est lui qui décide de l'allocation d'argent. Ça ne peut pas marcher. Non, mais attends, mais c'est des questions de bon sens. Mais même un épicier comprendrait que s'il a 3 employés et que chaque employé devient maître de son truc, enfin, il y a des choses de bon sens à corriger. C'est rien de politique, ça. C'est des choses de bon sens qu'il faut rétablir au niveau de fonctionnement de l'État pour que l'État fonctionne. La plus grande fédération, c'est le budget, la gestion du budget. Seul le ministre décide pas comme ça. Mais monsieur pour pouvoir arriver à faire arriver au pouvoir les personnes compétentes, il faut dès maintenant travailler pour. Et dès maintenant constituer peut-être un groupe de gens autour de vous, peut-être, si vous l'acceptez, pour lancer ces idées et faire collision du peuple autour de ces idées et que eux choisissent les gens qui arriveraient au pouvoir pour faire ce qu'on rêve, ce qu'on est en train de dire. Vous avez raison, madame, mais je pense qu'il faut distinguer le politique. Il faut distinguer le politique de l'expertise. Mais il n'y a plus de politique. Aujourd'hui, il n'y a plus de politique. C'est l'économie qui est. Non, mais je suis d'accord. Oui, mais le politique. Alors, il faut faire rêver économiquement aux citoyens. Mais qu'est-ce qu'on lui propose? Le politique a son rôle. Moi, je ne pense pas que n'importe qui peut être un grand chef politique, parce qu'il faut une passion, il faut une patience, il faut une dédication, il faut payer de son temps, il faut payer de sa vie, il faut payer de son intimité, il faut payer de sa privacité. Franchement, tout le monde n'en est pas capable, moi je ne le suis pas. Je peux vous dire. On m'a déjà proposé plusieurs fois, pas au Liban, mais dans d'autres pays, de faire de la politique. J'ai toujours dit non, parce que je suis très attentif à ma vie privée, je suis très attentif à mes enfants, je pourrais disposer de mon temps. Et quand vous rentrez dans la politique, c'est fini. Hein. Tout ça, vous le laissez de côté, vous vous consacrez à la tâche politique. Donc il faut des gens spéciaux pour faire de la politique. Ceci étant dit, ces hommes politiques ou ces femmes politiques, ne travaillent pas seuls quand même. Hein. Moi j'ai dit quand je suis arrivé au Liban, écoutez, moi si avec mon expérience, je pouvais aider qui que ce soit désigné par le peuple libanais dans les responsabilités, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire pro bono, sans rien. Je suis prêt à le faire. Et donc, n'importe quelle personne qui arrive au pouvoir, qui est désignée par le peuple libanais et qui n'a pas besoin de moi, parce que lui, très bien, peut dire, moi, mon programme, c'est de rembourser tous les épargnants, c'est de faire ceci et cela. Moi, je m'engage là-dessus, votez pour moi. Hein? Très bien. Mais lui, il n'est pas obligé de tout faire. Il peut très bien s'entourer d'une équipe de gens qui, une fois qu'il est au pouvoir, qui vont prendre une partie de la tâche et qui vont la réaliser. Moi, franchement, je pense que la réussite, elle passe aussi par un travail d'équipe. Chacun faisant le mieux qu'il sait faire. Vous avez des politiciens qui savent faire de la politique, mais faire de la politique toute seule, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'ils soient entourés par des gens qui puissent les inonder d'idées, leur donner des priorités, et leur dire comment on fait un certain nombre de choses. Alors moi je suis d'accord avec vous, ce qui est gênant, c'est que si vous avez des candidats qui se présentent, dont le seul programme c'est voter pour moi.
Bon, alors là c'est un peu gênant parce que, bon, si vous connaissez le DIP, vous dites oui, bon, très bien, d'accord, mais enfin, à la base, il faut quand même quelques engagements sur lesquels vous pouvez demander aux personnes de rendre compte derrière. Je pense que cette élection va être intéressante à suivre. Très intéressante. Il ne faut pas la louper, c'est ça. Faire un Ben, si vous la loupez, il y aura 5 années de malheur de plus, mais après il y aura une autre élection derrière. Il y aura, bon, vous savez, nous on n'est rien à l'échelle d'un pays, nous en tant qu'être humain avec 80 ou 90 ans d'espérance de vie, on n'est rien. Le Liban existe depuis 3000 ans, donc il en a vu d'autres. Hein. Un peu plus. Il en a vu d'autres. Oui, je vous en prie. De façon très pragmatique, Oui. quelles sont selon vous et vos préconisations les 2-3 mesures économiques urgentes à mettre en place pour soulager le peuple sur le court terme au moins? Moi je veux dire, la première chose c'est la création sous une forme ou une autre du dégagement des assets, de la gestion des assets entre les mains de l'administration et de la confier à des spécialistes, sans déposséder le peuple libanais. Sans déposséder le peuple. Ça, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est-à-dire assurer une gestion. Non, la gestion, elle doit être privée. Mais la possession, la propriété, elle doit être mixte. Et moi, je donnerai la priorité aux gens qui ont été, dont l'argent a été, bien sûr, bon, ceux-là, ils ont la priorité pour pouvoir participer. Et je vous assure que si les gens reprennent confiance, non seulement les gens qui ont des dollars en banque mettront leur argent avec passion, mais ils amèneront des dollars parce qu'ils verront des opportunités pour valoriser leur argent dans un pays qui a été complètement dévalorisé. Donc ça, c'est la mesure numéro 1. La mesure numéro 2, c'est unicité opérationnelle. Non, il n'y a pas de ça, vous regardez tous les bouquins d'histoire, tout ce que vous voulez, hein, le management, tout ce que vous voulez, ça n'existe pas. Des boîtes, villes, pays qui ont été sauvés par une tribu de gens, ça n'existe pas. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui se dégage et qui prend le manche. Unicité opérationnelle absolument fondamentale. Et le type qui prend le manche, il ne doit pas tout connaître et tout savoir. Il s'entoure de gens qui vont l'aider à le faire. Et dans des situations de crise, les pays ont tendance toujours à unifier l'opération, même les pays les plus démocratiques. Donc, unicité opérationnelle fondamentale. C'est le sine qua non, hein, fondamental. Et 3, il faut quand même s'engager aussi sur un certain nombre pour rassurer le peuple libanais. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, ils ont peur de ne pas avoir d'électricité, ils ont peur de ne pas avoir d'essence, ils ont peur de ne plus avoir de médicaments, des choses comme ça. Il faut assurer au moins là-dessus que on s'engage non pas sur les prix, mais sur la non-pénurie. Sur la non-pénurie. Si vous pouvez payer, vous aurez de l'essence. Si vous pouvez payer, vous pouvez... Au moins cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a un moment où les gens étaient paniqués en disant on ne trouve plus de médicaments. Même si on est prêt à payer, on ne trouve plus de médicaments. Donc, ce sont les 3 points qui sont, à mon avis, fondamentaux. Alors, il y en a d'autres. Mais je dirais, ceux qui seront capables de répondre à ça, ils ont déjà un programme très solide. Hein. Derrière, il faut la crédibilité, hein, évidemment. Si vous avez... Si vous avez quelqu'un qui a zéro crédibilité et qui prend un programme comme ça ne va pas passer. Hein. Nous avons un conseil socio-économique, mais qui ne ressemble en rien au conseil socio-économique qui est en France. Parce qu'en France, c'est un conseiller de l'État. Ici, c'est vraiment un accessoire. Oui, enfin, si je peux me permettre, la France, c'est tout à fait le contraire. Là, je trouve que les Français, ils ont une foi aveugle dans l'État qui les fait rentrer dans le mur aussi. Donc nous, on est vraiment aux deux opposés. Hein. Vous avez en France des gars qui sont franchement très médiocres, hein, qui prennent des décisions savantes, machin, etc. et qui ont... la France, c'est un pays riche, très riche, hein, qui avait en avance sur le nucléaire, ils ont tout paumé. Ils étaient en avance sur le ferroviaire, ils ont tout paumé. Ils étaient en avance sur tout un tas de trucs, ils ont tout paumé. Pourquoi? Parce que les bureaucrates, machin, etc., en qui on a la confiance, on dit, vous n'en faites pas, nous on va régler ça. Moi j'ai eu une bataille avec eux pendant des années. Mais là encore, les gens ne regardent pas les résultats. On a encore tendance à trop écouter les paroles et pas à regarder les résultats. Alors ça c'est le champ idéal pour la manipulation. Hein. Si vous écoutez ce que je dis et vous ne regardez pas ce que je fais, ben je peux vous mener en enfer. Et avec le sourire. Et donc, le seul contrôle qu'on a sur, effectivement, ce que les gens ont en eux, c'est qu'est-ce qu'ils font et quels résultats ils obtiennent.
Et c'est à partir de là que vous pouvez renouveler la confiance, la retirer ou la multiplier. Nous devons dégager de ce qui vient d'être dit deux conditions prioritaires pratiques. La première, la souveraineté de l'État. Parce que si l'État n'est pas souverain, rien ne fonctionne, ni en Suisse, ni en Allemagne, ni en Allemagne, ni ailleurs. Deuxième condition prioritaire, pour l'avenir, le président de la République est le chef de l'État. Vous l'avez dit, il s'occupe de l'intégrité de la boîte. Et c'est écrit dans la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Oui, il s'occupe de l'intégrité de la boîte. Et ensuite, le chef de gouvernement, dans la Constitution, le gouvernement est appelé exécutoire. Il s'occupe des choses pratiques. Il s'occupe de la gestion. Et ça a été complètement déformé. Et ça n'a pas changé, ni avant ni après tard. Voilà. Non, mais aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Non, mais on ne sait pas qui fait quoi aujourd'hui. C'est un mélange des gens. Alors que chef de gouvernement, il est lui, le chef. Il y a un mélange. Et en fait, tout le monde ne fait rien. Hein? Ben, ça, moi, je le constate par le dire de beaucoup d'anciens ministres qui disent nous, on est effarés de trouver des gens qui font rien, qui réfléchissent plus, qui travaillent plus, je dirais, c'est ça ce qui était... Ni les politiques, ni les administrations. Ça, je ne sais pas. Moi, je parle des témoignages directs de gens en qui j'ai totalement confiance, qui m'ont dit notre premier choc, ça a été de voir cela. Et l'absence de la séparation des pouvoirs au Liban, c'est vraiment une séparation entre l'exécutif et le législatif. La violation de la séparation. La violation. Oui. Monsieur. Vous allez proposer, c'est pertinent, c'est la solution. Actuellement, le grand problème du Liban se heurte, c'est à des questions d'ordre politique qu'on ne va pas quand même aborder aujourd'hui. Le problème qui se pose au niveau économique, la privatisation est refusée, vous refusez la privatisation parce que finalement c'est pas ça la solution, ça c'est clair. Partielle, moi je dis partielle, pas totale privatisation. Le fonds souverain que propose M. Najjar, il est contesté. Politiquement aussi, il est contesté. Moi, je pense que nous avons un système qui existe depuis le mandat français, qui s'appelle le système des concessions. Et ce système de concessions peut aller dans le sens que vous venez de proposer aujourd'hui, c'est-à-dire des solutions, au lieu finalement de passer par la création d'un fonds souverain qui va être refusé, ou d'aller dans une politique de privatisation, qu'elle soit partielle, totale, peu importe, il y a blocage, nous avons un système qui ne touche pas ni à la Constitution, parce qu'il y a une grande partie des Libanais qui ne veulent pas quand même toucher à la Constitution. Même avec finalement peut-être des élections qui n'arriveront pas peut-être à donner toute l'ambition de ce peuple libanais, le système de concession qui régit actuellement, qui est en application actuellement, n'est-il pas une forme de solution à ce que vous venez de proposer? Le problème des concessions, moi je ne le connais pas en détail, franchement, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais le principal problème que je vois, c'est que qu'est-ce que vous faites des épargnants? Qu'est-ce que vous faites des épargnants? Les gars, ils ont 100 milliards de dollars. Alors bon, il y a des gros qui à la limite ils s'en foutent, parce qu'ils ont de l'argent à l'extérieur, très bien, je comprends. Mais il y a quand même des épargnants, il y a des gens qui ont bossé toute leur vie, qui ont mis leur argent de côté, et qu'aujourd'hui ils sont bloqués. Le gars qui se retrouve à 65 ans, il a travaillé toute sa vie, il y a des juges, il y a des avocats, il y a des professeurs. Comment vous voulez résoudre leurs problèmes? Ces gars-là... Le plan de déroute est une concession, on a vu le résultat. Oui, non, mais je sais, non, mais mon seul point, non, mais je sais pas, madame, je ne suis pas expert. Mais par contre, moi, mon seul point, c'est le gars qui a mis l'argent à la banque. Moi, ce que j'ai proposé, c'est de dire, celui qui a son argent à la banque, aujourd'hui, qui est bloqué, qui ne peut rien faire, il peut retirer, je ne sais pas moi, à 3900 livres libanaises, quand le dollar est à 22 000, c'est de la spoliation pure et simple. Hein. Alors, vous dites, bon, si le gars a beaucoup d'argent, on s'en fout, peut-être, mais enfin, celui-là, il ne va pas revenir, et il ne va pas réinvestir, or on a besoin de lui pour reconstruire. Mais moi, je pense à tous les retraités. Bon, alors, à la limite, le jeune qui a perdu son argent, il a encore plein d'années pour travailler, se refaire. Mais tous ces gars qui se retrouvent à la fin de la vie active, complètement bloqués, il faut quand même leur donner un peu d'espoir. Or, il y en a beaucoup. Or, moi, je pense qu'avec le système dont on est en train de parler, on paierait même des dividendes dès la première année. Vous voyez, 2%, 3%.
Le gars qui a $1 million, qui a travaillé toute sa vie pour mettre $1 500 000, etc., 2%, 3%, ça lui fait 10 000, 20 000 $ au moins. Il a, fresh cash bien sûr, hein, qui fonctionne, c'est tout. C'est la seule raison pour laquelle je donne un peu d'avantage, parce que je pense à ceux qui ont l'argent bloqué dans les banques. Ça nécessite la création de nouvelles sociétés, ça c'est clair. Oui, tout à fait. Oui, sans faire d'usine à gaz. Hein. Il est 12h30. C'est le temps de vous lire un petit passage de l'ouvrage que vous avez coécrit avec votre épouse. Vous nous avez donné à rêver, vous nous avez permis de savoir qu'il y a encore des personnes visionnaires. Laissez-nous aussi rêver à autre chose, à la magie. Je vais vous lire la magie que raconte votre épouse. Tu sais, me dit-elle, pendant la campagne présidentielle, Donald Trump est allé sur la tombe d'un rabbin qui lui avait dit qu'il accomplissait des miracles. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un miracle, mais en tout cas, il a gagné l'élection. Je sais où se trouve cette tombe. Est-ce que tu voudrais que je t'y amène? Oui, 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 je veux y aller. Vous étiez chez les Japonais. Oui, moi j'étais au Japon. 2 jours plus tard, elle passe me prendre dans un taxi qui nous amène en direction de l'aéroport John F. Kennedy. La nuit est tombée, les alentours sont déserts. Elle fait arrêter la voiture en face d'une maison où elle pénètre avec moi. À l'intérieur, assis à une table, des juifs orthodoxes, vêtus de leurs longs manteaux noirs, me saluent d'un regard paisible. Rachel pose ses affaires et me demande de la suivre. Viens, viens. Le cimetière est à 5 minutes. Madame va au cimetière. Elle écrit ses souhaits et ses vœux. On lui demande de déchirer en petits morceaux ce papier où elle avait écrit ses vœux. Elle le disperse dans le vent. 3 mois plus tard, Carlos Ghosn était libéré. Écrivez-nous ce papier. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous nous avez fait plaisir, vous nous avez fait rêver. Merci infiniment. N'oubliez pas la photo.